Il existe, à 36 000 km au-dessus de nos têtes, un endroit qui est le symbole le plus pur du gaspillage humain. C'est une zone de l'espace où le silence est absolu, où il n'y a pas d'atmosphère, et où flottent des centaines de cadavres technologiques. On appelle cela l'orbite cimetière, la graveyard orbite. C'est là que finissent les satellites géostationnaires. Ces machines sont des merveilles d'ingénierie. Elles ont coûté 300, 400, parfois 500 millions de dollars à construire. Elles sont bardées d'or, de titane, de céramique et d'électronique de pointe capable de résister aux radiations cosmiques. Elles sont parfaites. Sauf pour un détail, leur réservoir est vide. C'est l'aberration économique fondamentale de l'industrie spatiale depuis 60 ans. Imaginez que vous achetiez une Ferrari neuve. Vous roulez avec pendant quelques années, tout fonctionne à merveille, le moteur ronronne, la carrosserie est impeccable. Mais un jour, le voyant de réserve s'allume. Vous tombez en panne d'essence sur l'autoroute. Que faites-vous? Vous appelez une dépanneuse? Vous faites le plein? Non. Dans l'espace, la règle est brutale. Vous sortez de la Ferrari, vous la poussez dans le fossé pour qu'elle ne gêne pas la circulation, et vous en achetez une autre à 500 millions. C'est stupide, c'est ruineux. Mais jusqu'à très récemment, c'était la seule option. Un satellite n'était pas conçu pour être touché une fois qu'il avait quitté le pas de tir. Il était un objet sacré, intouchable, condamné à une solitude éternelle. Une fois la dernière goutte d'hydrazine consommée pour maintenir sa position, il devenait un déchet de luxe, dérivant pour les millions d'années à venir. Pourtant, il y a eu une époque, une parenthèse dorée et terrifiante, où l'humanité a cru qu'elle pouvait changer cette règle. Une époque où l'on envoyait des hommes en scaphandre blanc, armés de clés à molette et de visseuses, pour aller faire de la mécanique au milieu du vide. C'était l'ère des cow-boys de l'espace, l'ère de la navette spatiale. Pour comprendre le futur de la réparation robotique qui arrive aujourd'hui, il faut absolument revenir à ce passé glorieux, car c'est là que nous avons appris à quel point l'espace est un milieu hostile pour le bricolage. Tout commence en avril 1984. La NASA lance la mission STS-41C avec la navette Challenger. L'objectif est digne d'un film de science-fiction. Rattraper un satellite en panne, le Solar Max, le réparer dans la soute de la navette et le relâcher. Le Solar Max est un satellite scientifique qui observe le Soleil, mais ses fusibles ont sauté et son système de contrôle d'attitude est mort. Il tourne sur lui-même, incontrôlable. La NASA a un plan. Elle a une arme secrète, le MMU, Manned Maneuvering Unit. C'est le fameux jetpack, le fauteuil volant. L'astronaute George Nelson sort du SAS. Il n'est attaché par aucun câble. Il s'éloigne de la navette, flottant seul dans le noir. Propulsé par des petits jets d'azote, il fonce vers le satellite qui tournoie lentement. Le plan est précis. Nelson doit s'approcher, insérer un outil spécial, le T-pad, dans un trou de la structure du satellite, clipper l'outil et utiliser ses propulseurs pour arrêter la rotation du satellite. Une fois stabilisé, le bras robotique de la navette pourra l'attraper. Sur le papier, c'est de la physique élémentaire. Dans la réalité, c'est un fiasco. Nelson arrive au contact. Il percute le panneau solaire du satellite. Il essaie d'enclencher son outil, ça ne marche pas. Les mâchoires ne se ferment pas. À chaque fois qu'il touche le satellite, il lui transfère de l'énergie cinétique. Résultat, le satellite se met à tourner de plus en plus vite. Il devient une toupie folle, oscillant sur tous les axes. Nelson est à court de carburant. Il doit rentrer en urgence à la navette. Mission échouée. Le satellite est pire qu'avant. C'est la première leçon du sauvetage spatial. Un objet en apesanteur est une chose vicieuse. Sans friction pour le ralentir, le moindre choc se transforme en chaos. Finalement, les ingénieurs au sol, en sueur, parviennent miraculeusement à stabiliser le satellite à distance en jouant avec ses barres magnétiques. Le bras de la navette finit par l'attraper. La réparation a lieu. On change le module électronique, on remet du gaz, et Solar Max repart pour 5 ans de vie. C'est une victoire historique. On a prouvé qu'on pouvait réparer, mais on a surtout prouvé que c'était incroyablement risqué. Cependant, l'apogée de cette folie, le moment le plus cinématographique de l'histoire de la maintenance spatiale, aura lieu 8 ans plus tard, en mai 1992. La mission STS-49, la navette Endeavour. La cible, Intelsat 6 F3. C'est un monstre.
Un satellite de télécommunication cylindrique, haut comme un immeuble de 2 étages, pesant 4,5 tonnes. Il est coincé sur une orbite basse, inutile, parce que son moteur d'étage supérieur n'a pas fonctionné. Il est neuf, il vaut une fortune, mais il ne sert à rien. La NASA a pour mission de lui greffer un nouveau moteur pour l'envoyer en orbite géostationnaire. Le problème, Intelsat 6 n'a jamais été conçu pour être attrapé. Il n'a pas de poignée, il n'a pas de grapple fixture pour le bras robotique. Il est lisse et il tourne sur lui-même. L'astronaute Pierre Thuot, un Américain malgré son nom, sort avec une capture barre, une barre métallique qu'il est censé insérer dans le moteur du satellite. Il s'approche, attaché au bout du bras robotique. Il tente l'insertion. L'outil glisse. Le satellite, touché, commence à osciller. Thuot réessaie. Ça rate encore. Le satellite s'éloigne. Pendant 2 jours, ils essaient tout. Ils consomment des tonnes de carburant de la navette pour faire des manœuvres de rendez-vous épuisantes. Le commandant de bord est nerveux. Si la navette n'a plus assez de carburant, ils ne peuvent plus rentrer sur Terre. Au 3e jour, la NASA tente tout pour le tout. Une première et une dernière dans l'histoire. Une sortie extravéhiculaire à 3 personnes. Pierre Thuot, Richard Hibb et Thomas Akers sortent ensemble dans la soute. Le pilote de la navette, avec une dextérité inouïe, place la soute d'Endeavour juste sous le satellite en rotation. Imaginez conduire un camion de 100 tonnes à 28 000 km/h et vous placer à 50 cm d'un cylindre de 4 tonnes qui tourne. Les 3 astronautes se positionnent en triangle dans la soute. Ils n'ont pas d'outils sophistiqués. Ils ont leurs mains. Le plan, attraper le satellite au vol. Comme on arrêterait un ballon de plage géant. Sauf que ce ballon pèse 4 tonnes et que s'il vous écrase la main contre la paroi de la soute, il vous broie le scaphandre et vous mourrez décompressé. Le satellite descend lentement dans la soute. Ready? Grab! Les 3 hommes saisissent l'anneau inférieur du satellite avec leurs gants. Leur corps absorbe l'inertie. Le satellite s'arrête. I got it! C'est un exploit physique, brut. C'est l'homme contre la masse. Il visse le nouveau moteur et Intelsat 6 repart vers sa destination. Ces images sont légendaires. Mais elles sont trompeuses, car derrière l'héroïsme, la facture est salée. Une mission de navette spatiale coûtait à l'époque environ 500 millions à 1 milliard de dollars. Sauver un satellite à 300 millions en dépensant 1 milliard pour le lancement n'a aucun sens économique. La NASA le faisait pour le prestige, pour prouver que l'homme était utile dans l'espace. Mais le modèle économique ne tenait pas. Et surtout, le risque humain était inacceptable. Risquer la vie de 7 astronautes pour sauver une antenne TV? Après l'accident de Columbia en 2003, la messe est dite. On ne fera plus jamais de réparation de satellites commercial avec des humains. Seul le télescope Hubble aura droit à ce privilège, car c'est un trésor scientifique inestimable. Pendant 20 ans, le domaine de la réparation spatiale est tombé dans l'oubli. On est revenu à la logique du jetable. On lance, ça marche 15 ans, ça meurt, on jette. L'orbite géostationnaire s'est remplie de débris. Mais pendant ce temps, une crise silencieuse montait. Une crise double. D'abord, l'encombrement. Les bonnes places en orbite géostationnaire, le fameux arc de Clark au-dessus de l'équateur, sont limitées. Si vous laissez un satellite mort à la bonne place, il squatte une fréquence et une position. Il faut le dégager. Ensuite, le coût. Les satellites sont devenus de plus en plus gros, de plus en plus chers. Jeter un satellite qui fonctionne parfaitement électroniquement, juste parce qu'il n'a plus de gaz, est devenu insupportable pour les actionnaires d'Intelsat, de SES ou de Telsat. C'est là que la robotique entre en scène. Si l'homme est trop cher et trop fragile, envoyons des machines. Mais le défi technique est encore plus grand pour un robot que pour Pierre Thuot. Un humain a des yeux, un cerveau, des réflexes. Il peut s'adapter si le satellite bouge bizarrement. Il peut improviser. Un robot, c'est bête. Et la latence des communications, le temps que le signal fasse l'aller-retour Terre-Espace, empêche le pilotage en temps réel pur. Le robot doit être autonome ou assisté par une IA très rapide.
Nous entrons ici dans la physique du baiser de la mort, le problème central du rendez-vous spatial non coopératif. Quand Soyouz s'amarre à l'ISS, c'est coopératif. L'ISS a des radars, des réflecteurs laser et une cible d'amarrage, docking port, conçue pour ça. L'ISS parle au Soyouz. « Je suis là, je vais à telle vitesse, aligne-toi ici. » Un satellite en panne, lui, est muet. Il est non coopératif. Pire, il est souvent recouvert de MLI, Multilayer Insulation. Vous savez, ce papier doré brillant, Kapton, ou argenté qui sert d'isolant thermique. Pour un lidar, un radar laser ou une caméra, le MLI est un cauchemar. Ça brille, ça fait des reflets imprévisibles. La lumière change violemment quand le satellite passe de l'ombre de la Terre au plein soleil, toutes les 90 minutes ou 24 heures. Le robot est aveuglé. Et il y a la question de l'accroche. Où attrapez-vous un objet lisse? Si vous attrapez un panneau solaire, vous l'arrachez. C'est fragile comme du papier à cigarette. Si vous attrapez une antenne, vous la tordez. Il n'y a qu'un seul point solide sur la plupart des satellites, la tuyère du moteur d'apogée. C'est le cône par lequel sortaient les flammes lors de la mise en orbite initiale. C'est du métal épais, capable de résister à des températures infernales et à des poussées énormes. C'est le point dur structurel. C'est là que les ingénieurs de Northrop Grumman ont décidé de frapper. Ils ont imaginé un concept audacieux, le MEV, Mission Extension Vehicle. Le MEV n'est pas un réparateur, un parasite, ou plutôt un remorqueur. L'idée n'est pas d'ouvrir le satellite pour remettre de l'essence, le bouchon est souvent scellé et inaccessible. L'idée est de s'accrocher aux fesses du satellite, de prendre le contrôle de son orientation et de devenir son nouveau moteur. C'est comme si votre voiture était en panne et qu'une dépanneuse venait se coller à votre pare-choc arrière et pousser votre voiture partout où vous voulez aller pendant 5 ans. Février 2020. L'histoire s'écrit à 36 000 km d'altitude. Le satellite cible s'appelle Intelsat 901. Il est vieux, lancé en 2001. Il a passé des mois dans l'orbite cimetière, désactivé. Le chasseur, c'est le MEV-1. La manœuvre d'approche est d'une lenteur angoissante. Tout se joue au millimètre. Le MEV-1 utilise ses caméras et ses lidars pour créer un modèle 3D en temps réel de la tuyère d'Intelsat 901. Il doit s'aligner parfaitement. Si le MEV-1 touche le bord de la tuyère trop fort, il peut pousser le satellite dans une rotation incontrôlable et la mission est finie. À la salle de contrôle, personne ne touche au joystick. C'est l'ordinateur de bord qui gère les derniers mètres. Le MEV déploie une sonde, une sorte de tige télescopique avec des doigts mécaniques au bout. On appelle ça le Stinger, le dard. Le dard pénètre dans le cône de la tuyère du satellite mort. Une fois à l'intérieur, les doigts s'écartent. Ils viennent griffer l'intérieur du moteur. Puis, le mécanisme se rétracte. Il tire le satellite mort contre le MEV. Hard capture. Les deux satellites ne font plus qu'un. 3 pieds de verrouillage se déploient pour rigidifier l'ensemble. C'est fait. Le MEV-1 allume ses propres moteurs électriques ioniques. Et miracle, le vieux satellite Intelsat 901, qui était destiné à la poubelle, commence à bouger. Il est ramené de l'orbite cimetière vers l'orbite opérationnelle. Ses transpondeurs sont rallumés. Il recommence à diffuser de la télévision et de l'Internet. Intelsat a payé environ 13 millions de dollars par an pour ce service. Le satellite génère beaucoup plus de revenus que ça. L'opération est rentable. Le tabou est brisé. On peut réparer, ou du moins ressusciter, des machines dans l'espace sans humains. Mais le MEV-1 n'est que la préhistoire de ce qui arrive. C'est la version 1.0. Ce que préparent les agences spatiales, NASA, ESA, et les startups du New Space, Orbit Fab, Astroscale, ClearSpace, va beaucoup plus loin. Nous allons passer de la dépanneuse à la station-service, et bientôt à la casse automobile orbitale. Car si on peut s'amarrer à un satellite coopératif ou semi-coopératif, le vrai défi, le boss de fin, c'est le satellite qui ne veut pas être attrapé.
celui qui tourne sur lui-même à toute vitesse, le Tumbling Target. C'est le cas d'Envisat. Envisat est un satellite européen gigantesque, 8 tonnes, la taille d'un bus. Il est mort subitement en 2012. Il dérive en orbite basse polaire, l'orbite la plus encombrée et la plus dangereuse. Si Envisat est percuté par un petit débris, il explosera en un nuage de milliers d'éclats qui déclencheront le syndrome de Kessler, une réaction en chaîne de collision qui rendra l'orbite basse inutilisable pour des siècles. Envisat est une bombe à retardement. Il faut aller le chercher. Mais il tourne, il tumble. Comment attraper un bus de 8 tonnes qui fait la toupie sans se faire détruire par ces immenses panneaux solaires qui fauchent l'espace comme des pales d'hélicoptères? C'est ici que les ingénieurs sortent les solutions exotiques. Oubliez les pinces. On parle de harpon. Le projet Remove Debris a testé un harpon dans l'espace. On tire une flèche en titane qui transperce la paroi du satellite, en espérant ne pas percer un réservoir sous pression, sinon... boum. On parle de filet. Un filet géant jeté sur la cible pour l'emmailloter et arrêter sa rotation par frottement. On parle même de bras robotiques tentaculaires ou de mousse collante. Mais la solution la plus élégante et la plus inquiétante pour les militaires est le bras robotique autonome doté d'IA. La DARPA, l'agence de recherche militaire américaine, développe le projet RSGS, Robotic Servicing of Geosynchronous Satellites. Un satellite mécanicien avec 2 bras, capable de changer des pièces, de revisser des boulons, d'installer de nouveaux instruments sur un vieux satellite. C'est génial pour la maintenance. Mais posez-vous la question, si vous avez un robot capable de s'approcher discrètement d'un satellite, de dévisser un panneau et de couper un fil, vous n'avez pas seulement un mécanicien, vous avez un saboteur. C'est la face sombre du On-Orbit Servicing. La technologie est duale. Un outil capable de retirer un débris spatial est, par définition, une arme anti-satellite. Si je peux attraper un vieux satellite russe pour le désorbiter pour le bien de l'environnement, je peux aussi attraper un satellite espion américain actif et le jeter dans l'atmosphère. La frontière entre nettoyeur de l'espace et tueur de satellites ne tient qu'à l'intention de celui qui tient la télécommande. Et c'est ce qui rend ce nouveau marché si nerveux. Les traités internationaux, le traité de l'espace de 1967, interdisent les armes de destruction massive en orbite, mais ils ne disent rien sur les robots de maintenance. Nous sommes en train de militariser l'orbite sous couvert d'écologie et d'économie circulaire. Mais restons pour l'instant sur l'aspect commercial, car il promet de changer notre façon de concevoir les objets spatiaux. Aujourd'hui, quand on lance un satellite, on le blinde. On met des systèmes triples ou quadruples, redondance, parce qu'on sait qu'on ne pourra pas réparer. Cela rend les satellites lourds et chers. Si demain, la réparation est standardisée, on pourra lancer des satellites moins chers, plus légers. Si ça casse, on verra le robot le mois prochain. On verra apparaître des stations-service en orbite, des dépôts de carburant, Orbit Fab l'appelle Gas Stations in Space, où les remorqueurs viendront faire le plein. On verra du recyclage in situ. Pourquoi lancer de l'aluminium depuis la Terre, ce qui coûte cher, alors qu'il y a des tonnes de satellites morts là-haut? Des projets comme ceux de la start-up Nanorax envisagent de découper les vieux étages de fusées en orbite pour récupérer le métal et s'en servir pour construire des stations spatiales. Le sauvetage satellite n'est pas juste une histoire de mécanique. C'est le passage d'une ère d'exploration, on visite, on jette, à une ère de colonisation et d'industrialisation. On reste, on répare, on construit. L'espace cesse d'être un lieu de passage pour devenir un lieu de vie économique durable. Mais pour en arriver là, il va falloir maîtriser des balais orbitaux d'une complexité inouïe ou des machines autonomes. Denses à 28 000 km/h, à quelques centimètres les unes des autres, dans le silence le plus total. Et à chaque tentative, le risque est le même. Transformer un problème à 500 millions de dollars en un champ de débris à 10 milliards. Si le MEF de Northrop Grumman est une dépanneuse, la mission OSAM-1, On-Orbit Servicing, Assembly and Manufacturing de la NASA, est un neurochirurgien. C'est le projet le plus ambitieux et le plus cauchemardesque techniquement jamais tenté en robotique spatiale. Pourquoi ? Parce que la cible, le vieux satellite Landsat 7,
est un patient qui n'a jamais voulu être opéré. Contrairement à une voiture qui a une trappe à essence facile d'accès, un satellite est conçu pour être scellé à jamais. Ces valves de remplissage, fill and drain valves, sont enfouies au cœur de la structure. Elles sont freinées, les écrous sont bloqués avec du fil de fer pour ne pas vibrer au décollage, elles sont recouvertes de bouchons vissés à fond, le tout est emballé sous plusieurs couches d'isolant thermique, le fameux papier doré MLI, et de scotch Kapton. Pour ravitailler Landsat 7, le robot OSAM 1 doit réussir une séquence d'action digne d'un cambriolage de haut vol. 1. L'approche. S'aligner parfaitement avec le satellite qui file à 27 000 km/h. 2. La découpe. Utiliser un sang créé de milliers de paillettes d'or flottantes qui deviendraient des débris mortels pour les capteurs. 3. Le dévissage. Couper les fils de freinage, épais de quelques millimètres, avec une pince coupante, puis dévisser le bouchon principal. 4. Insertion. Connecter un tuyau étanche sur une valve qui n'a pas été conçue pour être connectée robotiquement. 5. Le transfert. Pousser 115 kg d'hydrazine, un carburant hypergoloque extrêmement toxique et corrosif, à haute pression. Si une seule goutte fuit, elle gèle instantanément et peut contaminer les optiques ou ronger les joints du robot. 6. La fermeture. Tout reboucher et repartir, le tout de manière autonome ou semi-autonome, car la latence rend le pilotage direct impossible. C'est l'équivalent de changer le carburateur d'une voiture en marche, les yeux bandés, avec des moufles. Si cette technologie fonctionne, elle change tout. Elle signifie que nous n'avons plus besoin de lancer des satellites avec 15 ans de carburant. On peut les lancer à vide, donc plus légers, donc moins chers, et faire le plein là-haut. C'est la vision d'une start-up audacieuse qui est en train de bousculer les géants, Orbit Fab. Leur slogan est provocateur, Gas Stations in Space. Ils ne veulent pas faire de la chirurgie compliquée comme la NASA. Ils veulent standardiser. Ils ont inventé le RAFT, Rapidly Attachable Fluid Transfer. C'est l'équivalent spatial du port USB ou du bouchon de réservoir standardisé. Ils disent aux fabricants de satellites « Arrêtez de cacher vos valves, mettez notre port RAFT sur le côté de votre satellite. Si vous tombez en panne, nos camions-citernes viendront se clipser en 10 minutes et vous feront le plein pour moins cher que le coût d'un nouveau lancement. » C'est une révolution logistique. Imaginez une économie spatiale où le carburant n'est plus une ressource finie, mais une commodité qu'on achète. On verrait des satellites se déplacer d'une orbite à l'autre, changer de mission, revenir vers la Terre pour être réparés, puis repartir. L'orbite deviendrait un écosystème dynamique et non plus un cimetière statique. Mais il y a un problème plus urgent que le carburant. Un problème qui menace de transformer l'orbite basse en une zone de guerre inutilisable. Les débris actifs. Jusqu'à présent, nous avons parlé de sauver des satellites utiles. Mais qu'en est-il des monstres incontrôlables? Le syndrome de Kessler est la peur ultime. C'est le scénario du film Gravity. Une collision en entraîne 2, qui en entraîne 4. Quelques années, un nuage de shrapnel encercle la Terre, détruisant tout. GPS, météo, Internet, station spatiale. Nous serions prisonniers sur Terre, incapables de traverser ce mur de balles. Pour éviter cela, il faut retirer les gros poissons avant qu'ils n'explosent. C'est ici qu'entre en scène une mission européenne fascinante. Clear Space 1. C'est une mission suicide, mais pour la bonne cause, un robot kamikaze. La cible est un adaptateur de charge utile Vespa, rien à voir avec le scooter, un morceau de fusée de 100 kg laissé en orbite par l'Europe en 2013. La technique de capture est terrifiante de simplicité. La griffe, the claw. Pas de harpon, pas de filet. 4 bras hydrauliques géants qui se referment sur la proie comme une plante carnivore. Une fois la proie capturée, le chasseur Clear Space allume ses moteurs et plonge vers l'atmosphère. Le couple brûle ensemble dans une étoile filante artificielle au-dessus du Pacifique. C'est héroïque. Mais est-ce économiquement viable? Dépenser 100 millions d'euros pour descendre un seul déchet? Il y a plus de 20 000 objets dangereux là-haut. Il faudra changer de méthode. Il faudra des camions poubelles réutilisables. Des robots qui attrapent un débris,
lui colle un petit kit de freinage, un parachute spatial ou un petit moteur solidaire, le lâchent et vont attraper le suivant. Cependant, alors que les ingénieurs civils cherchent à nettoyer l'espace, les militaires, eux, regardent ces technologies avec un appétit féroce. Car la frontière entre nettoyeur et prédateur n'existe pas en physique. Si QueerSpace peut attraper un morceau de fusée avec sa griffe, il peut attraper un satellite espion chinois. Si le MEV peut s'amarrer à un moteur pour sauver un satellite, il peut s'amarrer pour le désorbiter ou le faire tourner jusqu'à ce qu'il se brise. Nous assistons en ce moment même, en silence, à la naissance de la guerre des inspecteurs. C'est un jeu du chat et de la souris qui se déroule à des milliers de kilomètres, invisibles depuis le sol. Les grandes puissances, USA, Russie, Chine, lancent des satellites rôdeurs. L'incident le plus célèbre a impliqué le satellite russe Luke ou Olympe-K. En 2014, ce satellite s'est mis à se déplacer bizarrement. Il a quitté sa position et est venu se garer juste à côté d'un satellite militaire français ultra secret, le Syracuse 3B. Syracuse gère les communications nucléaires et les opérations spéciales de la France. Le satellite russe s'est approché si près qu'on soupçonne qu'il essayait d'intercepter les communications radio par proximité ou simplement d'analyser les fréquences de blindage. La France a hurlé. La ministre des Armées de l'époque, Florence Parly, a dénoncé un acte d'espionnage spatial. Mais que pouvait faire la France? Rien. Syracuse n'avait pas de bras pour repousser l'intrus, il n'avait pas de fusain. Il a juste dû allumer ses moteurs pour s'enfuir, consommant son précieux carburant pour échapper aux stalkers russes. La réponse ne s'est pas fait attendre. La France a lancé le programme Yoda, lieu en orbite pour un démonstrateur agile. Ce sont des satellites gardes du corps. Des petits patrouilleurs agiles, équipés de caméras et de lasers, conçus pour protéger les gros satellites précieux. Si un Olympe-K russe s'approche, le Yoda s'interpose, prend des photos, éblouit des capteurs de l'ennemi avec son laser ou le repousse physiquement. Mais la Chine a frappé encore plus fort. En janvier 2022, le satellite chinois SJ-21 a réalisé une manœuvre qui a stupéfié le Pentagone. Le SJ-21 s'est approché d'un vieux satellite chinois de navigation, Beidou, en panne. Il l'a attrapé. Et il l'a littéralement jeté dans une orbite cimetière très haute, avant de revenir à sa place. C'était officiellement une opération de nettoyage. Regardez, nous sommes responsables, nous nettoyons nos déchets. Mais le message sous-jacent pour Washington était clair. Nous avons la capacité d'aller chercher n'importe quel objet en orbite géostationnaire et de le déplacer où nous voulons. C'est une capacité de kidnapping spatial avérée. Cette dualité, civile versus militaire, est le frein majeur au développement du marché. Si une start-up suisse ou japonaise développe un super robot capable de tout attraper, les États-Unis laisseront-ils cette technologie être vendue à n'importe qui? Probablement pas. Les technologies de rendez-vous spatial, RPO, Rendezvous and Proximity Operations, sont classées comme des armes potentielles. L'exportation est contrôlée. Et pourtant, malgré la guerre froide qui se réchauffe là-haut, l'innovation continue, poussée par une nécessité physique incontournable. Nous allons construire des choses dans l'espace. C'est la dernière frontière du servicing, l'assemblage et la fabrication en orbite, ISAM. Pourquoi sommes-nous limités dans la taille? Des télescopes ou des stations spatiales? À cause de la coiffe de la fusée. Tout doit plier comme un origami pour entrer dans un cylindre de 5 mètres de large. C'est une contrainte terrible pour les ingénieurs. Le James Webb Telescope a dû être plié de manière si complexe que son déploiement a donné des sueurs froides au monde entier pendant 1 mois. Et si on ne pliait plus? Si on envoyait les matériaux en vrac, barres de métal, rouleaux de câbles, réservoirs de polymère, et qu'un robot araignée construisait la structure directement dans le vide? C'est le projet Archino, Made in Space, Redwire. Une imprimante 3D géante capable de fabriquer des poutres de 50, 100, 500 mètres de long. Imaginez des antennes radio grandes comme la tour Eiffel, construites en apesanteur. Imaginez des centrales solaires orbitales de plusieurs kilomètres carrés.
Des robots assembleurs, dotés d'IA, viendraient clipser les panneaux solaires sur ces structures imprimées. Nous ne sommes plus dans la réparation. Nous sommes dans l'architecture spatiale. L'avenir n'est pas de lancer des satellites finis, c'est de lancer des briques intelligentes que des robots comme le Spider, un robot rampant conçu pour assembler des structures géantes, transformeront en vaisseaux ou en stations. C'est la fin de l'ère du phone in a box, le satellite monolithique, et le début de l'ère du Lego spatial. Mais pour que ce futur radieux advienne, il reste un obstacle psychologique à franchir pour les assureurs. Qui assure un robot autonome qui s'approche à 1 mètre d'un satellite de télécom à 400 millions de dollars? Si le robot a un bug et qu'il transperce le réservoir du client, qui paie? Actuellement, le marché de l'assurance spatiale est frileux. Il n'existe pas de constat amiable en orbite. Tant que les lois de la responsabilité spatiale ne seront pas clarifiées, les robots resteront des démonstrateurs technologiques. La réparation spatiale est donc à un point de bascule. La technologie est là. LIDAR, bras robotiques, IA. Le besoin est là. Débris, coût des satellites. La menace est là. Militarisation. Ce qui manque, c'est un cadre légal et un modèle économique standardisé. Dans la prochaine et dernière partie, nous verrons comment cette industrie naissante pourrait paradoxalement nous sauver du changement climatique grâce à l'énergie solaire spatiale, ou nous plonger dans une nuit technologique éternelle si le syndrome de Kessler se déclenche avant que les nettoyeurs n'arrivent. Le compte à rebours est lancé. Imaginez une centrale électrique qui ne pollue pas, qui ne consomme aucune ressource terrestre et qui produit de l'énergie 24 heures sur 24, 365 jours par an, sans jamais être gênée par les nuages ou la nuit. C'est le concept du SBSP, Space-Based Solar Power, l'énergie solaire spatiale. C'est une idée qui date des années 1960, popularisée par Isaac Asimov. Le principe est simple. On place d'immenses panneaux solaires en orbite géostationnaire, là où le soleil brille en permanence. Ces panneaux convertissent la lumière en électricité, puis l'envoient vers la Terre sous forme de micro-ondes ou de lasers, vers une station de réception, Rectena. Pourquoi ne l'a-t-on jamais fait? Parce que pour que ce soit rentable, la centrale doit être gigantesque. On parle de structures de plusieurs kilomètres de large. C'est impossible à lancer. Même la plus grosse fusée du monde, le Starship de SpaceX, ne pourrait pas lancer un tel monstre d'un seul bloc. Le seul moyen de construire une centrale solaire spatiale, c'est de l'assembler là-haut. C'est ici que nos robots araignées et nos imprimantes 3D entrent en jeu. L'ESA, Agence spatiale européenne, a lancé le projet Solaris. La Chine a annoncé qu'elle voulait une station opérationnelle d'ici 2035. Le plan n'est pas d'envoyer des ouvriers humains. Le plan est d'envoyer des milliers de modules standardisés, plats, comme des cartons Ikea. Une nuée de robots autonomes viendrait ensuite clipser ces modules les uns aux autres pour former un immense tapis volant photovoltaïque. Sans la robotique de service en orbite, l'énergie solaire spatiale reste de la science-fiction. Avec elle, elle devient un chantier BTP réalisable. Si nous réussissons, nous résolvons une grande partie de l'équation climatique terrestre. Mais avant de bâtir ces cathédrales de lumière, nous devons régler un problème philosophique et économique sur Terre, la fin de la culture du jetable. L'espace a été, pendant 60 ans, le reflet de notre société de consommation extrême. On achète, on utilise, on jette. L'avènement de la réparation spatiale marque le début de l'économie circulaire en orbite. Nous allons voir apparaître des satellites Frankenstein. Le concept est fascinant, le cannibalisme spatial. Pourquoi lancer une nouvelle antenne si celle du vieux satellite mort à côté fonctionne encore? La DARPA travaille sur des robots capables de désosser des satellites morts pour récupérer les pièces nobles, antennes, processeurs, panneaux solaires, et les greffer sur de nouvelles plateformes. Au lieu de lancer un satellite complet, on ne lancera plus que le cerveau et le réservoir. Le robot ira chercher les bras et les yeux sur le cimetière en orbite et assemblera le tout. Le satellite du futur ne sera plus un objet monolithique scellé. Ce sera un assemblage modulaire, un Lego vivant, qui changera de forme et de fonction au fil des années. Cependant, cette vision utopique d'une orbite industrielle et vivante
se heurte à une menace existentielle immédiate, une course contre la montre mathématique, le syndrome de Kessler. Nous avons aujourd'hui environ 8000 satellites actifs et plus de 30 000 gros débris traqués. Mais il y a des millions de débris trop petits pour être vus, mais assez gros pour tuer. Une bille de peinture de 1 cm qui vous percute à 28 000 km/h, à l'énergie cinétique d'une boule de bowling lancée à 100 km/h. Elle ne fissure pas la vitre, elle pulvérise le satellite. Chaque collision génère des milliers de nouveaux débris. C'est une réaction en chaîne exponentielle. Si nous atteignons le point de bascule, tipping point, l'orbite basse deviendra inutilisable. Nous serons enfermés sur Terre, sous un plafond de shrapnel d'acier. Fini le GPS, fini la météo, fini Starlink. Les nettoyeurs comme Gearspace ou Astroscale ne sont pas un luxe. Ils sont l'équivalent des pompiers dans une ville en bois. Le problème, c'est la rentabilité. Qui paie pour ramasser les poubelles? Il n'y a pas de police de l'espace pour mettre des amendes. Pour l'instant, c'est le Far West. Une entreprise privée peut lancer 40 000 satellites, comme SpaceX, sans avoir l'obligation légale de payer pour le nettoyage futur. Les experts demandent la création d'une caution orbitale, Orbital Bond. Vous lancez un satellite, vous déposez 20 millions de dollars sur un compte bloqué. Si vous nettoyez votre satellite à la fin, on vous rend l'argent. Si vous le laissez là-haut, on utilise l'argent pour payer un robot nettoyeur. Enfin, il reste une zone d'ombre juridique qui pourrait transformer ces opérations de sauvetage en conflit international. Le droit de propriété. En mer, il existe la loi du sauvetage en mer, Salvage Law. Si vous trouvez une épave abandonnée dans les eaux internationales, vous pouvez la remorquer et demander une part de sa valeur, ou la garder. Dans l'espace, cette loi n'existe pas. Le traité de l'espace de 1967 dit qu'un objet spatial appartient pour l'éternité au pays qui l'a lancé. Même si un vieux satellite soviétique est mort depuis 40 ans et menace tout le monde, personne n'a le droit d'y toucher sans la permission de Moscou. Si une start-up américaine attrape ce débris pour le nettoyer, c'est techniquement un acte de guerre ou de vol de propriété d'État. C'est absurde, mais c'est la loi actuelle. Les juristes de l'ONU s'arrachent les cheveux. Il faut inventer le droit du remorquage spatial. Il faut définir à quel moment un satellite devient une épave libre de droit. Sans cette évolution légale, les robots nettoyeurs resteront au garage, paralysés par la peur du procès diplomatique, pendant que le ciel au-dessus de nos têtes se remplit de balles de fusils invisibles. Conclusion. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère spatiale. La première ère, 1957-2020, était celle de l'exploration et de l'observation. Nous étions des touristes. Nous visitions l'espace, nous prenions des photos, nous passions des appels et nous laissions nos déchets derrière nous. La deuxième ère, qui commence maintenant avec le MEV 1 et OSAM 1, est celle de l'habitation et de la gestion. Nous devenons des résidents. L'espace cesse d'être un vide pour devenir un milieu, un territoire qu'il faut aménager, entretenir, nettoyer et protéger. Les robots qui s'apprêtent à décoller ne sont pas aussi glamour que les astronautes des missions Apollo. Ils n'ont pas de visage, ils ne plantent pas de drapeau. Ce sont des mécaniciens, des éboueurs, des pompistes. Mais ce sont eux qui vont construire l'infrastructure réelle de notre avenir. Car si nous voulons devenir une espèce multiplanétaire, si nous voulons aller sur Mars, si nous voulons puiser l'énergie du Soleil directement à la source, nous devons d'abord apprendre à ne pas transformer notre propre orbite en poubelle. La réparation satellite n'est pas seulement une histoire de boulons et de tuyères. C'est le test ultime de notre maturité technologique. Sommes-nous capables de nettoyer derrière nous? Si la réponse est non, alors nous ne méritons pas les étoiles. Nous resterons cloués au sol, à regarder nos propres débris brûler dans l'atmosphère. Souvenir d'un âge d'or où nous avions accès au ciel, avant de le gâcher par négligence. Mais si la réponse est oui,
alors le véritable âge spatial ne fait que commencer.